Bonjour. Bienvenue à mon podcast sur les voyages, Gimme a Break World Tour. Aujourd'hui, j'ai comme invité quelqu'un que j'apprécie beaucoup, très sympathique. Je vous fais une petite bio rapide que j'ai trouvée sur ChatGPT. Patrice, il vient de Québec. Il est né à Québec en 1974. Il n'y a aucune place qui est ta date de naissance. Fait qu'ils disent il y a 50 ou 51 ans, 52 ans, on ne sait pas trop. C'est mystérieux. Mais il a étudié quand même au Conservatoire d'art dramatique à Montréal. Il a été évidemment très connu parce qu'il a fait des films comme Horloge biologique, Québec-Montréal, Ouattatata, Les Invincibles, des émissions de télé hilarantes comme Les Beaux Malaises, après ça plus différentes en fait, comme Victor Lessard. Et surtout, c'est comme ça que je t'aime depuis 2020 à peu près, les 3 saisons qui sont tout à fait déjanté. Moi, je l'ai découvert parce qu'il a pris des grandes chaussures de Guinadon dans Cyrano de Bergerac. Et j'avais beaucoup apprécié la performance de mon ami Guy. Mais je dois avouer que c'était assez hallucinant comme performance en 2014. Patrice Robitaille, bienvenue. Aujourd'hui, quand même, il fête plus de 25 ans de carrière, une filmographie de 30 films, 20 téléséries. Tu as déjà dit, Patrice, que tu n'avais pas de plan de carrière, parce que tu as baigné dans des comédies, dans des drames, dans des séries policières, dans du théâtre classique comme Cyrano, je parlais tantôt, dans la réalisation, dans l'écriture aussi. Je ne sais pas dans quel fauteuil tu es le plus confortable avant qu'on parle de voyage, mais j'aimerais juste que tu me dises dans quoi tu te sens le plus dans ton élément. C'est clairement dans le fauteuil de l'acteur. Là. C'est ça mon... Dans le jeu. Oui, c'est ça mon métier. Tu sais, j'ai écrit effectivement, puis j'ai co-réalisé avec un ami, avec mon ami François Letourneau, mais je pense que mon métier principal, c'est vraiment le métier d'acteur, puis c'est là que je me sens vraiment à ma place, puis je me sens bien. Puis, tu sais, là, tu évoquais le fait que j'ai pas de plan de carrière, puis c'est tout à fait juste. En fait, pour moi, ma job, c'est un métier de rencontre. Tu vois, nous deux, ça en est une. Par personne interposée. Par personne interposée, mais c'est ça, ce métier-là. Puis je pense que quand tu es ouvert, j'ai l'impression que c'est comme ça dans plein de sphères de métiers, là, mais dans le nôtre, peut-être plus particulièrement parce que c'est tout le temps des petits contrats. Tu sais, moi, je suis un pigiste, puis je passe de contrat en contrat. Des fois, ça dure 3 mois, puis là, je m'en vais vers une autre aventure. Puis je pense que c'est ça. C'est beaucoup un métier dans lequel on est dans le désir de l'autre, tu sais. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de super touchant d'imaginer qu'il y a quelqu'un qui a lu une histoire puis qui a pensé à moi pour interpréter un des rôles puis qui prend le téléphone puis qui m'appelle. Je trouve ça encore super flatteur et stimulant, en fait, cette démarche-là. Puis je me laisse aller et je suis un des chanceux qui travaille beaucoup depuis que je suis sorti de l'école de théâtre. Puis je sais que le travail amène le travail, mais c'est ça. C'est un métier de rencontre, comme je disais. Donc là, il y a quelqu'un qui pense à moi pour un rôle, puis là, on se met à collaborer ensemble, puis la rencontre se produit là, à travers le travail, puis c'est super... T'es jamais inquiet d'être sans filet ou sans... Comme pigiste, tu peux... Je connais beaucoup d'acteurs qui ont travaillé intensément, puis après ça, il y a eu un blackout, puis ils ont commencé à jouer des personnes âgées un peu plus tard. Ouais. Est-ce que le fait de l'insécurité, parce qu'on va parler d'insécurité aussi en voyage tantôt, le fait que ce soit pas organisé, planifié, l'insécurité du travail professionnel, est-ce que ça t'inquiète parfois? J'ai l'impression que c'est comme par rapport au marché financier, tu sais, quand tu veux savoir ton seuil de tolérance au risque, là, on dirait qu'on le sait pas tant qu'il n'y a pas eu une bonne baisse. Ben, moi, c'est un peu niaiseux ce que je vais dire, mais c'est jamais vraiment arrivé. Un long break, je pense que le plus long que j'ai eu, c'est quelque chose comme 6 mois, sans vraiment rien avoir à l'horizon. Mais des fois, j'ai comme des espèces d'accalmie, mais je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Tu sais, j'ai déjà eu... les planètes vont s'en chose. Ouais. Donc, mais vraiment, le néant, là, j'ai jamais encore vécu ça. Puis, pour rebondir sur, puis peut-être nourrir ChatGPT, ma fête, c'est le 21 août 1974. Donc, j'ai 51 ans.
Puis là, je me dis, éventuellement, effectivement, ce sera ça. Là, on m'appellera pour faire des grands-pères incessamment, mais je ne suis pas encore dans la vie, fait que je me dis peut-être que ça va Mais avec l'IA, ils vont même pouvoir te faire jouer en adolescent. Oui, sans doute, oui. Tom Hanks vient de faire ça aux États-Unis. Alors parlons voyage, vu que c'est le but du podcast, faire découvrir à nos spectateurs l'amour et ma passion des voyages à travers des invités qui ont un angle différent ou qui ont un angle ou un pays inhabituel. Parle-moi juste pour la mise en bouche de tes premiers voyages de souvenance, là, mettons, avec ta famille ou la première fois que tu es sorti de chez vous. Oui, et ça, on dirait que quand j'étais jeune, là, avec mes parents viennent de la classe, c'est la classe moyenne. Moi, j'ai été élevé, la classe moyenne. Mon père était directeur d'école, puis ma mère travaillait dans une commission scolaire au service de la paye. Fait que j'ai eu une enfance que je qualifierais d'aisée, mais en même temps, c'est ça. C'était la classe moyenne, je dirais. Puis chez nous, c'était comme les vacances, ça a été... Moi, j'ai beaucoup découvert le Québec. Là. On s'est promené beaucoup au Québec. J'ai vu la Gaspésie, j'ai vu le Saguenay. En camping ou en motel? C'était en motel, je pense. En tout cas, dans mes souvenirs, c'était des motels. Je me souviens de Cinéparc, je me souviens de... On est allé aux Escoumins, on a comme fait au départ le Québec, puis on a fait les classiques. Là, Old Orchard, Wells. On les a toutes faites, puis on y allait, me semble, quasiment tous les étés. Là, c'était comme, bon, on va aller là. Je sais pas. En tout cas, mon père nous avait promis de nous amener à Disney, puis finalement, on n'est jamais allé, mais je t'en tiens pas rigueur. Je m'en fous carrément. Mais finalement, tout ça pour dire que... Ton père est encore vivant? Mon père est encore vivant, je le salue. C'est pas trop tard. Il a 79 ans. Mais moi, j'y suis allé. Lui, il n'est pas encore allé, mais j'y suis allé à Disney finalement avec ma blonde puis mes enfants. Mais je disais ça pour dire que, en fait, la première fois que j'ai pris l'avion, c'était assez vieux dans ma vie. J'avais 21 ans. OK, parce que tout ça, ça se faisait en voiture. Tout ça, c'était en voiture. Parce que c'était assez proche, par exemple. Pour moi, l'avion, c'était comme quelque chose, là... je sais pas, c'était quelque chose qui allait arriver à un moment donné, mais je sais pas, ça n'avait pas à donner. Fait que la première fois que tu as pris l'avion, c'était pour aller où? Je suis allé en République dominicaine avec ma blonde de l'époque. Dans un tout inclus, classique. Non, parce qu'elle était moitié dominicaine. Donc, on est allé dans sa famille, fait qu'on n'était pas du tout dans un tout inclus. Là, on était pas mal chez l'habitant. Ça a bien été? Ben oui, ça a bien été. Justement, on l'a ici. Non. Mais non, c'était un super souvenir. Puis je lui en suis très reconnaissant parce que elle avait plus de sous que moi. J'étais encore à l'école de théâtre. Puis c'était comme une vacance de Noël, me semble, après ma première année. Moi, en tout cas, pendant ma première année. Bref, on est allé là-bas, puis... J'étais comme un enfant, là, juste le décollage de l'avion, puis tout, tu sais, quand t'as jamais vécu ça. Mais de le vivre comme adulte, en fait, là, J'ai connu... T'avais quel âge? 21. J'ai connu quelqu'un qui a pris l'avion la première fois à 21 ans. Puis après, la personne m'a demandé, elle dit, quand on rentre dans l'avion, on s'assoit-tu n'importe où? Au départ, on disait avant qu'elle achète son billet. C'était comme admission générale. Ouais. Tu rentres dans l'avion, tu te garoches sur le premier. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe. Alors, tu étais chez l'habitant ou tu étais... En fait, c'était plus immersif que dans un tout inclus. Ah, tout à fait. Puis, je sais pas, j'avais adoré... Moi, la bouffe, c'est super important. Là, puis j'avais vraiment mangé de très bonnes affaires. Ils ont beaucoup de légumineuses, puis tout ça, là, puis de poulet. Puis j'ai des souvenirs. C'est comme si j'ai encore des odeurs et des souvenirs de petits restos un peu perdus, évidemment. Là. Mais je sais pas, j'avais tripé. Ça a déclenché quelque chose. Oui, ça a déclenché quelque chose. Puis, je sais pas, j'étais content de voir... je sais pas, c'est con, là, les détails que j'ai en tête, mais tu sais, juste la moto, pas de casse, 2 personnes dessus. Déjà, j'étais comme, ouais, c'est vraiment plus relax que chez nous, mais c'est un dépaysement un peu niaiseux, tu me diras. Mais non, tout le monde se retrouve là-dedans. Là. Ah, c'est fou. Moi, j'étais comme, OK, c'est vraiment pas pareil. Puis j'avais trippé. Puis j'ai des souvenirs d'orange aussi qu'on pèle à l'aide d'une petite machine assez sommaire. Ah ouais. Mais, my God, tu sais, un fruit qui a poussé à la bonne place puis que tu manges là, tu sais, qui est gorgé de soleil, puis je trouvais ça malade. Donc, ça, c'est mon premier voyage. Est-ce que tu es plus vacances, quand tu pars, est-ce que tu es plus vacances ou aventure? Est-ce que tu veux te déplacer ou tu préfères en fait, rester pour moi, sur place? Il y a deux...
là, tu as dit vacances et aventure. Moi, je le vois plus genre vacances et voyage. Pour moi, c'est la distinction est plus là parce que aventure, je te dirais que ça fait pas nécessairement partie de mon vocabulaire. Tu sais, tantôt, avant d'entrer en onde, tu m'as raconté une couple de tes voyages. Hey, moi, c'est pas du tout ça. Tu sais, toi, il y a quelque chose de l'explorateur. Là, tu sais. Moi, j'ai pas ça, je pense, en moi, mais peut-être que si j'y étais initié, probablement j'y verrais un intérêt certain, mais je sais pas, j'ai jamais vécu ça. Donc, il y a comme une part d'inconnu, puis sans doute de la peur. Fait que c'est pas quelque chose qui... Pourtant, pour un acteur qui est capable de se rentrer dans quelque chose d'inconnu puis de s'adapter. Ta capacité d'adaptation, je suis sûr que tu ferais un extraordinaire voyageur. Mais je pense que je suis un bon voyageur. Parce que tu es ouvert d'esprit. Oui, tout à fait. Puis je suis en voyage ou en vacances, j'ai l'impression que je suis la meilleure version de moi-même. Je suis... tu sais, dans la vie, je peux être un peu intempestif, je peux être bougon, je peux être impatient, J'ai l'impression qu'en voyage... Tu peux lâcher prise. On dirait que je m'en fous. Je suis juste content d'être là. Mais tu mangerais-tu un scorpion, mettons? Ah oui. OK. Qu'est-ce que j'ai mangé qui était dégueulasse aussi? Là? Des araignées frites, des larves vivantes. Tu vois, larves vivantes, ça me tente moins que trucs frits. Trucs frits, je te dirais que je pourrais quasiment manger... N'importe quoi. Je pourrais aller free, là. Je game de manger. Je te montrerai des araignées au Cambodge là, que tu manges quand tu croques le torse, sont grosses de même. Là. Quand tu croques le torse puis tu vois l'intérieur. Ça fondit, là? Non, c'est frit, mais tu croques. La première, tu sais, j'ai mangé comme des pâtes la tête, puis après, j'ai mangé dans le thorax, là, puis l'intérieur, il y avait comme je sais pas, de la chenoute, là, tu sais. Si je l'avais pas regardé, c'était correct, ça. C'était correct, c'était pas mauvais, là. Mais quand je l'ai vu, là, j'ai eu un brain freeze, là. C'est comme... c'est pas normal que je mange ça. Ouais. Non, mais c'était comme... Le look était dégueulasse, puis là, le cerveau, il embraye des affaires qui sont contre-intuitifs aussi pour des gens... Tu sais, nous autres, on mange bien des huîtres, puis des escargots, puis dans d'autres pays, ils mangent d'autres choses, là. Fait que c'est pas toujours parce que c'est ragoûtant au look, là, mais moi, j'ai toujours fait des expériences. L'affaire la pire, je pense, c'est le Putrefied Shark en Islande, là. OK. Ils font pourrir un requin dans la terre, puis quand il y a des larves, le kit, puis qui est vraiment pourri, là, ils l'accrochent, puis ils le font pas pourrir, mais ils font sécher sur une... Sécher la pourriture. Fesser la pourriture pour que ça y ait moins de... Puis là, tu manges ça, après, écoute, tu as un arrière-goût dans la bouche pendant 2-3 jours. Là. Puis juste à y penser, l'odeur me revient, puis ça me lève le cœur. Ouais. Mais à part ça, j'ai à peu près tout mangé. Mais fait que tu serais certainement d'aventure, tu serais ouvert. Ben, oui, je serais sans doute ouvert, mais tu sais, la distinction dont je te parlais, moi, c'est voyage versus vacances. Tu sais, des fois, j'ai juste le goût d'aller me reposer puis rien faire. Parce que ça reste quand même quelque chose, tu sais, même si tu pars une semaine dans un tout inclus, il y a quelque chose de fatigant quand même, je trouve. Tu sais, je sais pas, d'aller faire l'aquaforme dans la piscine, d'aller jouer au Non, je parle pas de ça. Non, mais plus la gestion des déplacements puis tout ça. Là, puis souvent, c'est parce que tu as une semaine, puis là, ben, on essaye de l'étirer au maximum. Tu reviens chez vous, puis là, t'as même pas le temps de... Patrice, dans un tout inclus, là, c'est buffet, plage, chambre, buffet, plage, chambre, oui, piscine, ça, je suis d'accord. Volleyball, piscine, buffet, c'est comme... Moi, c'est même pas ça. Qu'est-ce qui t'épuise? Non, ce que je veux dire, c'est les déplacements. Genre, à partir de chez nous à l'aéroport. OK. C'est plus cette affaire-là, tu sais. Mais là-bas, c'est sûr, tu fais rien. OK, tu veux dire, tant qu'à te déplacer pour aller dans quelque part, tu préférais plus le voyage plutôt que la vacance. Oui, je dis juste que la vacance, elle reste quand même fatigante de déplacement, tu comprends? Rendu sur place, c'est sûr, tu fais rien. Puis là, toi, déjà, tu avais beaucoup d'activités. Moi, je fais pas ça. Là-bas, je fais roman, chaise longue, mer. Roman, chaise longue, mer. Ouais, c'est tout ce que je fais quand j'ai le goût de relaxer. La fois où j'ai fait ça dans un club med, j'ai rien fait des activités. Là, non, moi, je veux rien savoir. Les géos, ils veulent t'amener quelque part. Je veux rien savoir. Livre, plage, chaise à l'ombre. Après ça, je vais aller prendre une marche sur la plage. C'est à peu près tout. Puis sinon, je vais coller un drink. C'est à peu près tout ce que je vais faire de mon séjour. Mais ça, j'ai besoin de faire ça. Des fois, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment plaisant. Mais sinon, un voyage, là, ça, on est ailleurs. Famille, voyage, solo, chum. Chum, je t'avoue que c'est pas arrivé souvent. Non, mais c'est pas vrai. C'est arrivé une couple de fois. Ouais, beaucoup de couples, mais encore là. Couple sans enfants? Oui, mais ça se pouvait avant, je te dirais. Là, là, mes parents, autant mes parents que mes beaux-parents sont rendus un petit peu plus vieux. Fait que là, c'est comme moins... comment je te dirais ça? Je trouve que c'est moins possible de leur dire « Hey, occupez-vous de au nos niveau enfants. » gardiennage. Mais là,
Fait que là, mais là, tes filles ont... Ben, j'en ai une qui a encore 9 ans, là. Okay. C'est ça. Fait que j'en ai une de 9, une de 11, puis une de 19. Fait que celle de 19, je vois déjà où ma vie sera là, dans une dizaine d'années. Tu sais, genre une aisance de « Hey, là, on peut partir. » Puis, mais je te dirais que dans ma vie, j'ai fait un peu de tout. Fait que j'ai voyagé pour le travail, mais j'ai voyagé en couple, puis j'ai voyagé en famille. Fait que je les ai comme... Mais jamais avec des chums. Des chums? Mettons une semaine. Oui, j'ai... à part pour des tournages, là? Non. Ou des festivals? Oui, j'ai fait un festival avec... oui, je l'ai fait. Oui, je suis allé justement en Angleterre. Je suis allé à Glastonbury au festival de musique. Ah ouais, OK. Ouais. Wow. Fait que ça, j'ai fait ça avec mon bon ami René Brisebois. Ed Sheeran, non? Non, mais j'ai vu Paul McCartney. J'ai vu Oasis. J'ai vu... Puis c'est parce que. T'as-tu vu le film? C'est pas là le film Yesterday, là, oui. L'Uchronie, là. Quelle bonne idée, d'ailleurs, ce film. Ça, c'est génial. Je regrette de n'y pas y avoir pensé. C'est malade. C'est une idée simple. Mais c'est pas là que c'est tourné. Oui, c'est ça. C'est là. C'est à la plage, là. Ouais. Fait que, OK. Si on parle d'anecdotes, tu peux aller aussi loin que tu veux, si ça te tente ou pas du tout, tu as juste à me le dire. Dans des tournages, c'est sûr que tournage, c'est une chose. Festival, ça, t'es plus guindé, t'es plus... tu fais des entrevues parce qu'il faut que tu fasses la promotion de ton film là, ou de ta télésérie. Si tu as une anecdote dans un exemple, pour un festival ou un déplacement pour un festival, mettons, au Japon, tu aimes la bouffe, t'as-tu profité... As-tu le temps de profiter du moment où t'es chronométré? Puis si tu as des anecdotes de tournage aussi qui aboutissent pas bien, moi, j'ai des chums qui ont fait... Il y a d'ailleurs un podcast avec un des producteurs de films qui tournait à Cuba, puis il avait pitché un autobus là, dans un ravin, puis finalement, le tournage est interrompu. Ça a pris 10 ans avant qu'il puisse continuer. Ça s'appelle Mafia Inc. Avec M. Grondin. Il y a des tournages, des anecdotes de tournage où c'est complètement différent que ton rôle de promoteur de film ou de télésérie. Je te dirais, moi, je trouve une bonne anecdote, c'est le tournage qu'on a fait en Argentine. C'est le film Les Doigts croches. Premier film réalisé par Ken Scott. Mm-hmm. D'ailleurs, le producteur, Caramel Film, André Rouleau, c'est un ami d'enfance. Là. On était avocats, on était associés même à l'époque, il a lâché le droit pour faire du cinéma. Et il est un des invités de ma série. Il va pouvoir corroborer mon histoire, mais écoute, on est là-bas. Puis là, on est là. Mais c'est pas tourné en Espagne, là? C'est pas Compostelle? Non, c'est Compostelle, mais Compostelle... un faux Compostelle. Un faux Compostelle. C'est un Compostelle en Argentine. Divulgateur. Oui, exactement. Alors, on est en Argentine on est là-bas pendant 2 mois. Puis, on est un cast formidable. Écoute, t'as Claude Legault, t'as Roy Dupuis, t'as Paulo Noël, t'as Jean-Pierre Bergeron. C'est bon. Puis moi, fait qu'on est comme un quintet, puis une actrice française qui s'appelle Or Attica, qui est charmante comme tout, puis qui se joint à notre gang. Puis c'est vraiment une expérience formidable. Bref, on est au nord de Cordoba, on est perdu, il n'y a pas d'hôtel, on reste dans je pense que c'est un hôtel, mais en tout cas, c'est un truc, beaucoup d'humidité, c'est très particulier. Bref, on est là, puis le lendemain, c'est la première journée de tournage. L'équipe de tournage part avant nous, les acteurs. Et là, il y a 2 voitures qui arrivent. Ils nous placent les acteurs à bord de ces 2 voitures-là. Et là, on part en montagne pour aller rejoindre l'équipe de tournage. Ils nous ont perdus. Et là, on est dans le milieu de... Le chauffeur s'est perdu? Les 2 chauffeurs. Alors, les voitures se suivent. Mais là, à un moment donné, on se rend bien compte que, Christy, il n'y a pas de punch, là. On est supposé aller tourner, là. Écoute, ça a duré toute la matinée. C'est la première journée de tournage. Les autres, ils pensaient qu'ils avaient été kidnappés, quoi. Ben là, à un moment donné, la production devait s'inquiéter. Ben, nous autres, on s'est mis à faire des jokes aussi. On s'est dit, Christy, on va-tu se ramasser, genre, il va nous manquer un rein. Ouais, c'est ça. Fait que là, on roule. Les gars parlent pas français. Anglais so-so. Alors là, il y a comme une difficulté de communiquer. Les communications sont payables. Je te dis, on est perdu. On est très, très creux là, dans la montagne. Puis là, à un moment donné, on roule, puis il y a comme une maison qui est là. Alors, il s'arrête à la maison,
Et là, ils se mettent à parler avec les habitants de la maison, puis on dit, ben, rentrez, venez manger. Fait que là, on est comme rentrés à cette place-là, c'était l'heure de dîner. Fait qu'on a mangé avec eux autres. Là, on était comme... Des locals, là, qui ont rien. Oui, ils n'ont rien à voir là-dedans. Là. Il y a des animaux là, qui sont en train de manger dans le clos. Là, puis je suis comme, qu'est-ce qui va arriver? Mais en même temps, c'est sûr que je fasse. Là, moi, je suis perdu bien raide. Fait que on reste là, on mange. Et là, à un moment donné, il y a une auto qui passe. Le gars sort, il part avec l'auto, il s'en va chercher. Il part à la recherche de la voiture qui vient de passer, puis qui était effectivement reliée à notre équipe de tournage, qui était en train de nous chercher en panique. Alors là, ils s'en reviennent avec là, il y a comme 3 autos dorénavant, puis c'est comme, venez-vous-en, je vais vous amener à la bonne place. Si bien qu'on est arrivé 5 heures plus tard sur le plateau de tournage, Ken était livide. Il était comme sous le choc. Première journée de tournage à vie en tant que réalisateur. Tes 5 acteurs sont pas là. Ils sont peut-être kidnappés, ils vont demander une rançon. Écoute, ça a donné le ton. Là, le film, il tourne, le hamster tourne. Pauvre Ken, encore aujourd'hui, je suis comme, hey, ça a été tout un baptême. Fait que, bref, mais ça a été une expérience. Ceci dit, bon, ça a été un des revers. Sinon, il y a eu Paolo aussi qui a eu un problème de santé pas mal tout le long de la production. Fait que on changeait, à chaque ville où on allait, il castait un monsieur qui ressemblait à Paolo. Fait que son personnage a été souvent filmé de dos ou de 3/4, mais maudit que c'était le fun quand il était là pour vrai, là, parce qu'il y avait vraiment un pépin de santé majeur. Il avait 79 ans, je pense, quand il a tourné le film avec nous autres là-bas. Puis c'est ça, c'était tellement le fun. C'était vraiment drôle aussi, ce film-là. Ah, j'en garde un souvenir incroyable, puis c'était très, très plaisant. Ça t'a-tu donné le goût de faire Compostelle pour le vrai? Je sais pas. Trop contemplatif, trop long. Oui, c'est ça, je pense c'est trop long. Puis des petits refuges miteux où il y a des punaises de lit, tout le monde a posé là. Il y a quelque chose de mystique, on dirait que... Ceux qui aiment ça, ils font... ils trippent, là. Ils font le bout français, ils font le bout espagnol, ils se rallongent, puis ils prennent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis des fois, ils en font un petit bout. C'est vraiment... Mais il y a quelque chose aussi de se retrouver là, avec soi-même. Puis on dirait que des fois, je ne sais pas si c'est une démarche qui m'intéresse tant que ça. T'as pas besoin de ça pour l'instant. Puis au niveau de tes festivals ou des affaires quand t'es plus guindé, t'as-tu... Ah, mais ça, encore là, décidément, mes souvenirs de voyage sont beaucoup associés à Kenscott parce qu'encore là, quand je suis allé au Japon, Festival de films de Tokyo, je suis allé là pour le film Maurice Richard que Ken avait scénarisé. Fait que Ken était invité là-bas. Puis là, après ça, ils ont dû descendre dans la liste. Puis là, Roy ne pouvait pas. Julie Le Breton ne devait pas pouvoir non plus. En tout cas, bref, tout le monde qui jouait dans le film. Puis Maurice, peut-être binamé ne pouvait pas y aller. Maurice c'est arrivé à moi. Exact. Ils sont arrivés à moi. Ils ont dit, peux-tu y aller? Je dis, oui, moi, je peux y aller. Alors là, je suis parti. Et je suis allé rejoindre Ken, qui était déjà arrivé, je pense, 2 jours avant moi. Et là, je m'étais loué un Tuxedo là, sur Avenue du Parc. Là. En tout cas, j'étais arrivé là-bas. Écoute... Il y en a sur la Ginza, la rue principale. Oui, mais moi, je savais pas, là, tu comprends? Et là, je suis arrivé là-bas. Et puis, c'est la fois où j'ai compris le film Lost in Translation. En fait, j'ai compris c'était quoi le décalage horaire à Tokyo. J'ai jamais réussi à... J'ai pas été là assez longtemps. Depuis juin 2000, il y a des vols directs à Montréal-Narita, l'aéroport de Tokyo. C'est 15 heures, 14-15 heures, là. C'est ça? T'avais-tu un vol direct? Moi, j'avais pas un vol direct. C'était à Vancouver? Non, c'était par Toronto. Ça se Toronto, oui, Montréal-Toronto. Dans ma tête, c'était 14 heures. Puis pour y aller ou pour revenir, il y en a un des deux, je ne me suis même pas levé. J'étais comme en mission. Je me suis dit, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis même pas allé aux toilettes une fois. T'avais une sonde? Non, j'ai même pas eu envie, mais j'étais comme... Hey, moi, tu sais, je mesure 6 pieds 3. Là, l'avion, là, c'est quelque chose pour moi. Là. Puis, en business class, non? Non, même pas. J'étais même pas en... Ça, tu vois, je l'ai eu justement quand je suis allé en Argentine. Ils m'avaient payé ça. Hey, c'est-tu le fun? Hey, là, tu peux dormir. Ça n'a rien à voir. Full reclining seat. Hey, ça n'a rien à voir. C'est pas le même voyage, on s'entend. Là. Mais non, ça, j'étais en classe. Tu ça sur Singapour. Singapour Airlines, c'est le plus long vol commercial au monde, qui était dans ma bucket list. New York, Singapour, 19 heures dans les airs. Écoute, tu décolles de New York, là, tu soupes, tu regardes un film, il est rendu 11h minuit, tu fais un petit somme. Bon, moi, je dors pas beaucoup, quelques heures par nuit, mais mettons que tu prends une pilule pour dormir, puis tu te knockes un 6-7 heures. Ça, tu te réveilles, il reste encore 12 heures. Ah, c'est dégueulasse. C'est quelque chose, tu sais. Ah non, c'est tough, l'avion. Ça, c'est ça. Si tu as des longs courriers, c'est sûr que j'appelle ça affectueusement classe bétail, parce que moi aussi, j'appelle ça classe bétail. J'y vais souvent aussi, là, tu sais, puis ça dépend puis donc, j'enseigne à l'université en Europe
ils payent pas la classe affaires, fait qu'il faut que j'y aille en classe économique. Ou premium economy, c'est correct aussi, là, mais des longs vols, c'est plus épuisant. Ah non, c'est tough. Mais tout ça pour dire que c'est ça, j'étais arrivé là-bas à Tokyo. Puis je me souviens, j'étais dans un escalier mobile. C'était comme, je sais pas, c'était en 2000, ça doit être en 2005-2006. Fait que je sais pas là, la technologie où on en était. Là. J'avais un iPhone ou en tout cas, ça doit être iPhone ça. 1, là. Ouais, la première génération. Mais bref, on s'appelait ou on se textait. Je sais plus c'était quoi, là, mais puis je pense qu'on s'était appelé. Puis je le vois, il est dans le bas de l'escalier mobile. Puis j'étais tellement content de le voir. C'est quelqu'un. Puis fait que c'est ça, j'étais arrivé à l'hôtel, mais au terme de mon vol, là, j'avais pris une douche, je m'étais habillé en tuxedo, j'avais pris un taxi, j'étais arrivé à la place où se tenait le festival. Puis là, quand j'ai vu Ken, j'ai fait « All right ». Un compatriote, là, tu sais, c'était comme une référence, une boussole là, dans cette affaire-là. Mais j'ai tellement mal dormi le temps que j'étais là-bas, j'étais pas capable de... Le jet lag. Ah, c'était fou, là. C'est vraiment la fois où j'ai compris cette affaire-là, là, de t'as beau faire ce que tu veux, t'es comme complètement à l'envers de... Ouais. T'es resté là combien de temps? 8 jours. 8 jours, c'était pas assez pour... Mais t'as eu le temps de visiter Tokyo. Ah oui, hey, on a quasiment juste fait ça. On s'est promené à pied là, tout le temps. Tu étais au marché Tsuzuki là, de poissons? De poissons, c'est malade. Des thons à $1 million gelés là, à l'encan. Là. Ah non, c'était tellement le fun. Puis c'était juste ça, tu sais, je sais pas, j'avais l'impression... Hey, c'est weird aussi ce que je vais dire. J'avais l'impression que c'était une température idéale. C'était comme une température, moi j'appelle ça, c'est comme être dans un centre d'achat. Des fois, je fais ça, puis je fais, hey, c'est une température extérieure parfaite. Quel moment de l'année écoute, je suis pas bon là-dedans. Je sais pas. Parce que quand les arbres sont en fleurs, il y a beaucoup de verdure. Là, Les arbres n'étaient pas si en fleurs que ça. Okay. Fait que, tu sais, quand tu vas, mettons, à Singapour, ouais. C'est à l'équateur, là, fait qu'il fait 30, 30, 30, 30, 30. Le soleil se lève à 7 heures, il se couche à 7 heures, se lève à 7 heures, se couche à 7 heures. Tu as besoin d'un T-shirt, un T-shirt, un T-shirt. Il n'y a pas de saison, il n'y a pas de variation. C'est comme parfait, là? C'est comme... Ben, c'est parfait si tu n'aimes pas les couleurs, puis les saisons, puis le froid, puis les choses. Mais c'est plus facile. Égal, au niveau de ta garde-robe, c'est plus facile. Ouais. Mais là-bas, en tout cas, dans mon souvenir, c'était une température parfaite le moment de la saison où on y était. Là. Fait que c'était juste ça. On a juste fait ça. On a marché sans arrêt, puis on a mangé. Puis, comment t'as trouvé les Japonais? Je les ai trouvés très gentils, très discrets. Tout est droit, tout est Tout est droit, tout est... les trains partent à l'heure. C'était très drôle. Comme je t'ai dit, on avait marché, là, c'était l'enfer. Puis à un moment donné, il y a beaucoup de places de massage. Ouais. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, hey, on va se payer un massage de pied. T'sais. Puis moi, j'ai toujours trouvé les femmes asiatiques tellement belles. Genre, je sais pas, on en a vu plein là-bas. On était comme, hey, c'était une belle fille. Regarde, il y en a une autre belle. Là. Fait que finalement, on rentre à la place pour aller se faire masser les pieds. C'est les lettres qui étaient là? Non! Mais là, il y a une jolie fille qui arrive. Là, Ken, il s'en va avec la fille. Elle commence à masser les pieds. Moi, finalement, c'est un gars. Finalement, il a fait un très beau travail, le gars. Là. Mais qu'est-ce que tu veux? C'était ça qui était ça. C'est pour t'inhiber. Mais bref, j'ai adoré. C'est vraiment un pays que j'aurais le goût de visiter davantage. Tu sais, j'aimerais ça me promener à travers le Japon. C'est un beau pays à découvrir. Souvent, les gens vont faire, mettons, Tokyo, Kyoto, là, nécessairement. Ils vont dormir dans des ryokan, là, qui est des maisons traditionnelles avec des petites portes de riz. Là, tu sais. C'est tout ouvert, mais il y a des petites portes de riz qui font les murs, dans le fond. Les cloisons. Hein. Puis tu couches comme des tatamis de judo, là, tu sais. Puis tu payes cher pour coucher à terre, là. Mais ça fait partie de l'expérience, là, tu sais. Puis bon, alors c'est un petit peu touristique, mais il y a des beaux temples. Moi, j'étais allé grimper avec ma fille le mont Fuji. Je sais pas si ça se fait encore, mais tu montes ça de nuit, puis tu arrives au lever du soleil, puis c'est une montagne, tu sais, c'est moins haut que le Kilimanjaro ou d'autres montagnes. Ça se fait relativement bien pour je suis pas un athlète, là, loin de là, mais ça se fait bien. Fait que ça te donne, quand tu arrives en haut du mont Fuji, puis même quand tu passes avec le Bullet Train, là, le TGV, puis que tu vois la photo des cartes postales, le train, puis le mont Fuji en arrière, puis la crête des neiges éternelles en haut, c'est vraiment... Puis Tokyo, il y a beaucoup d'affaires, puis il y a beaucoup de lutteurs sumo. T'as-tu été voir ça? Non. Écoute, il y a une Coupe Stanley de lutteurs sumo, là, qui s'appelle la Coca-Cola Cup. Puis d'ailleurs, c'est comme une bouteille de Coke, le trophée. Puis ça, c'est
C'est la Stanley Cup, là, c'est la Coupe Stanley de la compétition. Puis ces gars-là, écoute, ils pèsent des centaines de kilos, là, puis ils se lèvent la patte de même à 11 heures, là, sur un pied, ils balancent 300 livres, 400 livres, en se mettant en patte. C'est des athlètes quand même, là, c'est pas... Écoute, moi, j'avais pris des billets ringside là, du petit muret, là, ma fille. Quand il pousse le gars, puis le gars, il sort du rond, parce que c'est carré, mais avec un rond, puis un peu de riz, là. Puis il perd l'équilibre, puis il déboule. Il tombe d'à peu près, le petit stage, il est à peu près 3 pieds, puis il descend à angle comme ça. Toi, quand t'en as assis sur le premier, tout le monde est assis à terre sur des petits coussins, là. C'est comme dans Indiana Jones, la boule, tasse-toi parce qu'il va faire un abat, là, puis il va te casser une couple, c'est comme une couple d'os qui vont se plaindre après, là. Fait que c'est vraiment spectaculaire aussi. Fait que j'avais été dans une période de l'année où c'était dans les demi-finales, finales de ça. Puis il commence, il te chatouille avec des lutteurs sumo performants, mais moins petits, gros. Là, c'est comme quand tu vas à Bangkok puis tu vas voir des combats de taille, là, de kickboxing, ou comme ça. Ils partent, il y en a 3-4 qui finissent sur des civières, là, comme un coup de pied, même si t'es pas gros, un coup de pied, ça ne tempe, là, quand un gars qui te retourne puis qui... C'est toujours assez impressionnant, mais il y a comme une... J'ai trouvé qu'il y avait comme une... Pas une lenteur, parce que il y a une force brute. Tu sais, les gars, là, ils ont juste une espèce de string, là, tu sais. Puis ça se pousse, là, puis tu sens comme... Il y a comme quelque chose de mystique à ça. C'est vraiment impressionnant. Si tu retournes, essaye de te booker oui, tout à fait. Un combat de sumo. En terminant, je ne sais pas combien tu as de temps, mais j'ai vu que tu avais fait quand même beaucoup de voyages. Tu avais fait beaucoup de pays. Hublot ou aller dans l'avion? Aller. Parce que Hublot... Il y a quelque chose, tu sais, avec le fuselage, là, ouais, il y a quelque chose qui... Tu peux voir le décor. Mais, non, mais j'adore être du Hublot côté du business Hublot. Class. Ah, ça, c'est malade. Ah non, business, là, tu vois, tantôt, tu as évoqué la Sicile, là. Quand j'ai eu 50, mon ami Jean-Philippe, que j'adore, que j'aime plus que tout, vit maintenant en Italie. Lui, il est parti en l'an 2000. Il a rencontré une Italienne ici à Montréal. Puis il a décidé d'aller vivre là-bas. En Sicile? Non, il vit à Scandicci, qui est en banlieue de Florence. Puis il vit là-bas depuis, c'est sûr, l'an 2000. Puis il est tombé malade. Il a eu une grosse épreuve. Puis là, ben moi, quand j'ai eu 50, il commençait à prendre du mieux. Puis on s'était dit, pour mes 50 ans, on fera quelque chose. Puis tout. Fait que... On s'est donné rendez-vous en Sicile parce qu'au début, on voulait peut-être aller au Maroc, se rejoindre là-bas. Puis là, il m'a dit, je suis pas sûr, je vais être assez en forme. Mais il dit, si ça demeurait en Italie, j'ai dit, parfait, où tu veux qu'on aille? Il dit, donnons-nous rendez-vous en Sicile. Fait que j'allais rejoindre c'est quasiment mon frère. Fait que j'allais le rejoindre là-bas, puis ça a tellement été un beau voyage, là. Et ma blonde m'a dit, hey, tu pars tout seul, là. Arrête de niaiser, là. Prends-toi une place en business. Effectivement, tu parles d'un rêve, cette affaire-là. Ah non, ça, c'est bon. Ça n'a aucun sens. Fait que je suis allé, mais... Combien de temps tu étais en Sicile? J'ai été une semaine avec lui là-bas. Tu as fait le tour, tu es arrivé à Taormina ou tu es arrivé à Palerme? Je suis arrivé à Palerme, puis on est allé justement vers Taormina, puis après ça, on a coupé d'Inter, on est revenu. Agrigento, moi, je suis pas... Agrigento, le site historique de ruines, là, où on fait l'équivalent de l'Acropole. D'ailleurs, Agrigento, les colonnes, là, quand tu vois le fronton avec les colonnes de ce temple-là, c'est le temple qui est le logo de l'UNESCO. Tu sais, le patrimoine mondial de l'UNESCO, bleu, là. Tu vois ça, là, c'est avec 5 ou 6 colonnes, je ne me rappelle plus exactement, là, mais il y a beaucoup d'histoires, évidemment, en Sicile. C'est fou, mais Taormina, ça n'a aucun sens, cette place-là aussi. C'est spectaculaire, là, tu sais. Mais juste aussi d'être avec... Tu sais, ça, c'était vraiment un voyage de chum, tu comprends? J'étais avec... on s'est loué un petit char, on s'est promené, puis après ça, la campagne, puis arrêté dans des petits villages, puis... Moi, je me rappelle d'avoir été en plein milieu, là, Caltagirone, une petite ville, puis il y avait des tailleurs. Puis moi, je m'appelle Sarto. Sarto, ça vient de Sartorius, en latin. Puis c'est le muscle, le plus grand muscle du corps humain. C'est le muscle de la cuisse. C'est le muscle qui passe ici, là, qui va jusqu'à la fesse. Pourquoi ils appellent les sartos, c'est des tailleurs? Parce que
des dames, ils faisaient de la couture. Ils s'appuyaient sur le sartorius. Tu sais, ils reprisaient avec des aiguilles dans le temps, là, puis ils faisaient ça comme ça. Fait que le mot tailleur, j'ai décidé que je me faisais faire une chemise par un tailleur en Sicile, avec choisi le tissu, tu reviens le lendemain, ta chemise est faite, tu sais, puis j'ai adoré aussi la Sicile. Tu connais des grands... Tu savais-tu qu'Archimède, c'est un grec sicilien? Je savais pas. C'est quand même, tu sais, c'est une île, mais c'est une île qui a une histoire fabuleuse. Ah non, ça fou. a commencé par la Grèce antique. Après ça, les Carthaginois. Après ça, c'était l'époque romaine qui a pris ça. Après ça, les Byzantins. Puis ça, c'est devenu arabe. Je te parle de ça bien avant Jésus-Christ puis après Jésus-Christ. Là. Puis après ça, c'est devenu un royaume normand. Puis après ça, il y a eu des Allemands qui ont repris ça. C'est pas comme la Namibie où c'est hollandais. Puis après ça, c'est devenu autre. Là, mais ça a changé souvent. Après ça, à partir, je te dirais, des années 1200, je pense, là, il y a eu des vêpres siciliennes. Puis là, c'est devenu... il y a eu des Espagnols, évidemment. Là, c'est eux autres qui étaient là au départ. Puis les Bourbons, puis... Je dirais, depuis la réunification, je dirais 1800, quelque chose comme ça, là, dans les 1800, quand Garibaldi a repris la Sicile, puis c'est devenu un royaume de l'Italie, puis là, c'est complètement intégré. Mais comme il y a une histoire riche, un peu comme Malte ou d'autres îles que j'ai faites, j'étais fasciné par cette île-là. Puis, les gens qui vont en Italie, on parlait, je pense, off-record tantôt, la première fois que tu vas à Paris, tu fais le musée du Louvre, c'est ça, puis deuxième fois, troisième fois. Des gens qui vont en Italie, ils vont faire Rome, la côte amalfitaine, ils vont faire Capri, ils vont faire le Nord, ils vont s'installer. Gilbert Sicotte, il va tout le temps louer des maisons en Toscane. J'ai plein d'amis qui louent des maisons en Toscane. Puis ils prennent des grands vins. Ils font cette région-là où la bouffe, le monde, d'abord, il y a plus de tourisme. Ouais. La bouffe, c'est des escalopes de veau avec des sauces, des grands vins. T'arrives en bas de Rome, là, mettons, puis en Sicile, c'est complètement un autre écosystème. T'as moins de monde, t'as plus de local intéressants, t'as des poissons, t'as des grillades, c'est pas les mêmes vins, c'est un autre Italie, c'est comme un autre pays. Ah, c'est un autre pays, puis c'est un peu de trash aussi, là, tu sais, Palerme, Palerme, c'est un peu de trash, là. Puis moi, j'ai adoré la vibe. La mafia a commencé là. Ben oui, mais d'ailleurs, je suis allé, moi, j'avais spoté le village de Corleone, puis j'avais comme As-tu rencontré Don Vito? Non, mais j'avais le goût qu'on aille là parce que tout de suite après, en plus, quand je revenais, je commençais le tournage d'une série qui s'appelle L'Appel, puis c'était l'histoire de Mom Boucher puis tout ça. Là. Alors, je sais pas, j'avais comme un petit côté, j'ai le goût d'aller voir ça, tu sais, puis mon ami Jean-Philippe était déjà allé, puis il m'a dit, il n'y a rien à voir, c'est lettre, un village lettre. Non, mais finalement, on est allé. Des fois, tu vas être là. Mais c'est ça, je voulais juste le cocher. C'est là que ça s'est passé. Puis, ça a été super trippant parce qu'on a vu d'autres choses que lui avait vues quand il avait fait 2-3 ans auparavant. C'était fou. Justement, on a vu des espèces de vestiges, tu sais, des espèces de réseaux d'aqueducs, mais qui datent là, c'était tellement le fun, là, avec une chute. En tout cas, c'était super bon. C'est comme perdu. Puis finalement, effectivement, c'est pas un beau village. C'est un village très gris au milieu des montagnes, mais quand tu t'en vas un peu en arrière, tu vois des petites beautés, puis on a rencontré des gens. C'était super agréable, finalement, ce détour vers Corleone. Mais moi, j'étais content de le cocher. Mais c'est pas là qu'ils ont tourné là. Non, mais c'est là. C'est que ça a commencé là. C'est là que ça a commencé. Mais il y a parlant cinéma, il y a un film de 1988-90 que j'ai adoré qui s'appelait Cinéma Paradiso. Oui. Qui est tourné en grande partie en Sicile. Je pense que ça a été tourné dans le village où j'ai fait ma chemise, mais je suis pas sûr. C'est de Palazzo Adriano, là, c'est une province, là, où là, tu arrives dans un petit village, il y a un petit rond, il n'y a pas beaucoup de gazon, mais c'est toutes des pierres qui ont millénaires. Là, tu regardes ça, puis Tornatore, je pense, c'est le réalisateur de ça qui a fait ce film-là. C'est vrai que c'est très bon. Tourner l'histoire d'un cinéma, l'histoire du cinéma à travers l'histoire d'un cinéma. Puis c'est presque tout tourné en Sicile. Fait que quand je suis allé là, je cherchais des spots, puis je demandais aux gens... Il me semble que ça ressemblait à ça, tu sais. Ouais. Puis, alors, moi, j'ai bien aimé la Sicile. Il y a eu l'histoire il y a un livre qui sort, ou un film qui sort sur Giovanni Falcone. Le fameux juge. Je l'ai lu, moi, le livre, le gros livre. C'est ça. Puis lui, il s'est fait exploser. Sur un viaduc avec l'autoroute. C'est un Sicilien, lui aussi, là, tu sais, qui faisait l'enquête. Là. Ouais. Fait que Sicile, c'est vraiment un pays... c'est vraiment... une province
complètement différente. Avec l'Etna aussi, le volcan, t'es grimpé là-dessus. On est allé le contourner, là. Parce que souvent, il y a des éruptions. Il y en a encore, là, d'ailleurs. Ouais. Ça fait que... écoute, j'aimerais conclure sur Londres. Oui. Londres et Paris. Je sais que tu as fait... me semble que c'est récent. C'est-tu récent ou c'est peut-être pas récent, mais tu as fait les deux villes en même temps. Oui, non, tu n'as pas de date là-dessus, je pense. Oui, j'ai fait les deux villes, puis là, je veux y retourner, en fait. Là, je veux amener mes enfants voir Londres et Paris. Là. Mes deux plus petites. Ma grande a vu Paris, mais... Ta grande, c'est celle qui était allée en Californie quand elle a eu 18 ans. Exact, ouais. T'as fait quoi? T'as fait un road trip? Ouais, on a loué une voiture. LA, San Francisco? Ah non, on est resté vraiment à Los Angeles parce que on l'a déjà fait ensemble dans le temps parce que ça, c'est dans ma première réunion avec sa mère. Fait que tu sais, si on l'avait fait, San Francisco... la route 1, c'était tellement Pebble Beach, ouais. C'est malade. Décapotable, en moto? Là, avec elle, on l'a fait avec une Mini Cooper décapotable. Ouais, c'était vraiment trippant. J'ai fait la Route 66 avec un de mes fils pour y apprendre à conduire quand il avait 12 ans, 13 ans. J'avais acheté une Miata décapotable de Chicago à LA au complet, l'équivalent du tracé de la Route 66. Là, puis tu finis à Venice Beach. Tu finis à Venice Beach, on va se le dire, c'est un peu déprimant. Hein? On dirait qu'à chaque fois que j'y retourne, c'est de plus en plus crade. Là. Non, t'as Pumping Iron, t'as 3 ou 4 monstres dans un enclos. Tu peux t'acheter quand même un petit truc un chandail avec des grossièretés. Mais ce que j'ai fait avec ma fille, puis ça nous a vraiment fait triper. Disney, Studio Universal? Oui, on a fait ça. On a fait Disney. Puis en fait, moi, j'aime ça. Les deux, on triple sur des films. Fait qu'on est comme allé voir des affaires. Là. On est allé voir la maison de E.T. On est allé voir la maison de Back to the Future. E.T., c'est pas sur une autre planète qui vient? Là? Non, oui, lui, il vient d'une autre planète. Mais la maison, allé voir la maison de Tootsie? Non, ça, c'était à San Francisco, c'est vrai. Oui, je suis allé voir la maison de Back to the Future, de E.T. Seinfeld, la devanture de Seinfeld, c'est dans le Korean District à Los Angeles. Fait qu'on est allé là. Fait qu'on a comme... je suis allé voir... un pèlerinage. Oui, mais on est allé aussi... avec Eddie Murphy, le flic de Beverly Hills. On est allé voir la maison du méchant là-dedans, Victor Maitland. En tout cas, moi, c'est toutes des affaires qui me font triper, mais ma fille tripait aussi parce que... Mais tu fais juste passer devant la maison, prendre une photo. Oui, mais c'est fun. Tu stalks un peu. Quand on est passé en avant de la maison de chez Marty McFly dans Back to the Future, le monsieur qui habite là maintenant est en train de passer son blower à feuilles. Je pense qu'il est tanné qu'il y a des weareux qui viennent checker chez eux. Comme la maison Steve Jobs, là, tout le monde va passer. Exact. Mais tu sais, honnêtement, là, quand je suis arrivé dans le petit neighborhood, le petit quartier là, de E.T., là, sérieux, ça m'a fait quelque chose. Je sais pas, il y a comme des rêves je sais pas, ça vient toucher à quelque chose de l'enfance, là. Puis là, j'étais comme juste content. C'est ridicule, là. Je sais que c'est con, mais j'étais juste content de voir la vraie maison. Là. As-tu un plan pour tes deux cocottes qui vont arriver? C'est la même affaire. Je vais leur proposer. Ma grande, elle a dit, moi, j'aimerais ça aller voir. Elle dit, aller passer du temps à Los Angeles. Puis parfait, on va aller là. Puis c'était avant... Mais les deux autres. Avant qu'on boude. Puis là, les deux autres, ça va être libre à elles. Quand elles vont avoir 18, je vais dire où vous avez le goût d'aller, puis on ira. Je trouve ça le fun de faire un voyage avec juste une à la fois. Il y a quelque chose de le fun. OK, c'est juste toi et elle? Ouais. OK. Fait que ma grande, c'était juste moi puis elle. Puis la mère n'est pas là, puis tout ça. Mais non, mais ma blonde, elle fera quelque chose si ça lui tente, mais je trouve ça le fun de... Tu sais, avec ma grande, c'est ce que j'ai vécu. Là, on a fait le voyage juste les deux ensemble, puis je trouve ça super le fun. Puis j'aimerais ça pouvoir vivre cette affaire-là avec mes deux autres aussi. Genre, toi, t'as 18, je pars avec toi. Puis toi, quand tu auras 18, je vais partir avec toi. C'est une bonne idée. J'aurais aimé ça de l'avoir à ton âge. Je l'ai eu un petit peu plus sur le tard. Mes enfants ont quand même voyagé pas mal, mais j'ai commencé à faire ça avec mes petits-enfants. Moi. Uh-huh. Quand ils arrivent à 10 ans, je leur demande où ils veulent aller, puis je pars juste avec eux autres. Ouais. Parce qu'à 10 ans, ils comprennent les jokes au 2e degré, ils s'ennuient pas de leur mère, puis c'est des éponges parce qu'ils retiennent. Fait que le premier, je dis, où c'est que tu vas aller? Il dit, moi, j'aimerais ça aller voir la Tour Eiffel. On est parti à Paris pendant 10 jours. Le deuxième, il dit, j'aimerais ça voir les gladiateurs, le Colisée de Rome. C'est malade. On est passé une semaine à Rome. Place de Navona dans le quartier historique, écoute. Puis je loue des scooters. En Italie, je loue un Vespa, là, mais in Rome, do as Romans do. Alors, j'amène mes petits-enfants dans une destination de leur choix. Celui qui a choisi Paris, je l'ai promené en scooter pendant une semaine, 10 jours, puis
tout fait là, dans le trafic sur l'heure de pointe à la place de l'Étoile, tournant. Tu n'as pas besoin de regarder à gauche. Les autos, il y a priorité à droite. Non, mais il y a plein d'autos, grand-papa. Non, ils vont tout arrêter. C'est fluide, tu vas voir. Puis ça rentre, il y a 12 avenues qui tournent, puis à l'heure du trafic, je l'amenais là-dedans. Puis écoute, c'est trippant être tout seul avec ton enfant. Ah, là, c'est clair. ou ton petit-enfant. Ah, Tu peux très bien imaginer ce que tu vis. Donc là, c'est ça, moi, mon projet, c'est d'aller là. Là, je suis en tournage beaucoup de ce temps-là, puis j'en ai jusqu'à la fin du mois de mars. Puis là, ben, on va faire manquer de l'école aux filles. Moi, je trouve le mois de mai, c'est un mois quasiment parfait pour voyager dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et en Europe, je te dirais que avril commence même à avoir du surtourisme. Ah ouais? Tu sais, je suis allé à Vienne au mois de mars, puis c'était comme ça. À Prague, en avril, écoute, printemps, c'est fantastique. Mais les week-ends, c'est en Europe, en tout cas. C'est pas pareil. En tout cas, là, ça va être Paris, puis moi, je l'ai fait une fois, là, le tunnel sous la Manche, j'ai trippé. Tu sais, moi, il y a un petit côté... non, mais... C'est trippant, là. Tu sais, tu pars, puis là, t'es à Paris, puis après ça, c'est la campagne française. Après ça, c'est... il va faire noir pendant, je sais pas, c'est 20 minutes, là, 20 minutes, une demi-heure. Puis après ça, quand tu sors, c'est d'autres choses. C'est comme la campagne anglaise. Il y a comme... Il y a vraiment quelque chose de capotant. Puis là, tu arrives finalement en plein cœur de Londres. Tu disais que moi, j'adore les deux villes, bien entendu. C'est des grandes capitales. C'est vraiment trippant. Je suis allé peut-être 50 fois à Paris, puis pas 50 fois à Londres, mais je dis tout le temps aux gens, Londres, c'est le dessert de l'Europe. Il y a quelque chose dans Londres, moi, qui vient me chercher. Puis probablement que c'est... Puis je parlais de ça avec Stéphane Bureau dans un podcast, quand tu t'es fait un film dans ta tête où tu vois quelque chose, puis tu retournes. Mettons Venice Beach, tu retournes là, tu te dis, c'est plus beau, là, tu sais. Mais il y a toujours des affaires qui vont t'alimenter, comme toi, tes films en Californie. Je vais aller poser devant la maison de McFly. Je vais aller, quand tu vas aller à Londres, tu vas certainement avoir des places où tu vas dire, je vais aller passer devant telle porte, devant telle porte. Moi, j'allais voir le studio Abbey Road parce que j'ai une pancarte de la rue Abbey Road, puis je voulais rentrer dans le studio, puis j'ai réussi à rentrer là, mais parce que c'est historique, parce que, tu sais, mais finalement, des fois, il y a des portes que tu dis, OK, à part l'adresse à la porte 10 Downing Street, tu sais pas ce qu'il y a en arrière, tu sais pas, puis ça représente pas grand-chose pour toi, sinon des souvenirs. Alors, réalimenter des souvenirs par une incursion comme ça dans une ville, Londres, pour moi, ça a toujours été un peu le dessert, parce que, puis c'est une drôle d'anecdote, ma première job dans la vie à l'université, entre l'été, là, je venais d'avoir 21 ans. C'était la fin du bac. J'avais commencé avant, mais j'avais eu mon permis international. J'avais 19 ans, puis ma première job dans la vie, c'était guide de voyage en Europe. Alors, j'étais engagé par une agence de voyage, puis je partais avec une camionnette de Paris, puis 10 jeunes, puis on faisait des auberges de jeunesse, puis des campings, puis des affaires comme ça, puis je faisais l'Europe germanique. Je partais de Paris, je m'en allais jusqu'à Grenoble, on allait jusqu'à Cortina d'Ampezzo, j'allais jusqu'à peut-être pas jusqu'à Vienne, mais j'allais jusqu'à Salzbourg, puis je revenais par Munich, les camps de concentration, je remontais c'est quand même bien comme la route romantique. Oui, il y a payé. J'étais pas très payé. J'avais comme 100 $ par semaine ou 50 $ par semaine, mais tout était logé, nourri, puis je voyageais gratis. Puis c'était ma passion, fait que je montais la route romantique, puis je revenais par Strasbourg, puis les Épernay, les Champagnes, puis je revenais à Paris. Puis je pognais un autre groupe, puis je faisais ça. Mais la première année, c'était en Angleterre. Ils m'ont dit, on t'en va en Angleterre. Là, j'avais 38 jeunes. Puis là, t'as 18 ans, t'as 20 ans, puis t'as des jeunes de 13 à 18 ans. À 13 ans, il braille, il s'ennuie de sa mère. À 18 ans, il veut juste se pousser du guide puis d'essayer de manquer. Fait là, il faut toujours tes comptes puis traverse toute la rue en regardant du mauvais bord. Puis il manque tout de se faire frapper. Puis bon, il y en a une qui avait volé une affaire eyeliner dans une affaire, vole à l'étalage de la police. C'était pas simple, mais comme ma première expérience, c'était Londres, puis j'étais avec 35 jeunes pendant une semaine. Je les ai amenés à Wimbledon, je les ai amenés voir la Tour de Londres, tout ça. C'est pas des voix. Aujourd'hui, tu sais pas si tu as fait les War Rooms de Churchill. Non. Ça, c'est hallucinant. Si tu aimes l'histoire, tout ça, il faut absolument que tu mettes ça number one sur ta bucket list. Tous les bunkers de Churchill pendant la Deuxième Guerre, là. Le téléphone rouge avec téléphone rouge, c'était vraiment un téléphone rouge avec un fil, il passe en dessous de la mer, il s'en va jusqu'à Washington, c'est comme... C'est malade. Puis tu vois des documents, puis des affaires signées par Hitler, c'est comme, il y a quelque chose de troublant un peu, mais c'est vraiment fascinant. Puis il y a de l'histoire, puis je suis retourné plusieurs fois, puis j'ai été guide après ça avec des hommes d'affaires, des affaires comme ça, où je leur racontais
À Londres, il reste 7 ou 8 cabines vertes qui étaient des sandwicheries que pour les chauffeurs de taxi qui étaient que des calèches, tu sais, à l'époque. Là. Fait qu'il arrivait, il faisait froid, fait qu'il arrivait, mettons, où c'était humide, il arrivait là, c'était un poste de taxi. Puis eux autres avaient le droit de manger là. Personne d'autre avait le droit de manger là. Puis aujourd'hui, la loi n'a pas été changée, mais il y a des touristes qui, maintenant, ils servent d'autres mondes. Fait que, je vais chercher des anecdotes historiques que tu passes devant, tu le sais pas, tu sais, sur des endroits de Londres où le meilleur fish and chip, la meilleure affaire là. Et j'adore cette ville-là. Fait que j'aimerais ça que tu me jases un petit peu de ton expérience. As-tu été voir des maisons pendant que tu es allé là? Tu disais non, mais moi, les 2 fois que je suis allé là-bas, c'était juste juste le fait d'être là. Hey, tu vas me trouver con, là. Mais moi, juste de voir The House of Parliament, là, tu sais, moi, je voyais la sauce HP chez nous, là, quand j'étais petit, là, puis là, je fais comme, hey, je suis là. Hey, c'est capoté, là. La Westminster Abbey, j'étais comme, voyons, je suis rentré là-dedans. Moi, c'est comme, je sais que c'est les premières affaires qu'on fait à Londres, là, tu sais, je suis allé voir le théâtre de Shakespeare, puis tu comprends, j'avais comme besoin de faire les classiques, là. La Tour de Londres aussi. La Tour de Londres, le pont, tu sais, tout ça, là, j'étais comme, j'ai tellement, je sais pas, juste leur taxi, puis les double-decker, les autobus, tout ça, là, j'étais comme, puis j'étais juste content d'être là, tu comprends? Puis je les ai trouvés, à un moment donné, j'étais à Bristol, tu sais, j'ai été à Londres, mais après ça, on s'est promené avec... Tu as rencontré Banksy? Non, non, mais ça a donné que j'étais là-bas pour un match de foot. Fait que je suis dans un pub avec mon ami René. Puis c'est l'Angleterre qui affronte le Portugal à l'Euro de je sais pas quelle année. Puis on est là dans le bar, puis là, je suis tellement content d'être là dans le bar avec des Anglais à regarder une game de foot. Je veux juste vivre des affaires de même, tu comprends? Puis je les ai trouvés gentils, je les ai trouvés... puis c'est ça, j'avais l'impression que... je sais pas, il y a une parenté, hein? Il y a... Il y a un flegme aussi, puis il y a comme une droiture, une tradition, un décorum. Tu sais, un Anglais, là, tu croises je veux pas dénigrer les Français de Paris, mais tu accroches quelqu'un sur le trottoir, ou quelqu'un t'ouvre ta carte, là, le Parisien va dire, alors, tu tasses-tu? Le Français, il va voir que tu cherches, il va arrêter avec son parapluie puis son haut de forme, puis il va dire, est-ce que je peux t'aider? Puis il y a quelque chose de non, chic. Encore là, c'était cliché, mais tu sais, à Paris, il y avait quelque chose... Tu sais, je sais qu'ils font des efforts pour ramasser des trucs puis tout, mais tu sais, dans le métro à Paris, il y avait des saletés partout. À Londres, t'arrives, tout est impeccable, c'était slick, je sais pas, il y avait quelque chose qui me parlait, tu sais. Autour de Leicester Square, là, en plein cœur, il y a des théâtres, là. Ouais. T'as-tu été voir une pièce ou une comédie musicale? Je suis allé voir une pièce. De Mousetrap? The Mousetrap qui joue depuis 1952. Depuis ça, je l'ai vu. Puis j'ai vu aussi... j'ai vu un show, c'était un duo. Écoute, je pourrais retrouver c'est quoi. Là. Moi, je me dis, je pourrais peut-être acheter les droits de ce show-là parce que c'était juste un duo. Puis tu sais, non, mais le fait que tu rentres puis que ça descend, tu es au niveau de la rue puis ça... J'ai adoré, comme je te dis, j'ai adoré la vibe. C'est juste ça. Là. Fait que j'ai le goût d'y retourner puis de partager pour ça. Pour amener une de tes cocottes pour 18 ans là-bas. Ouais. Mais là, je te dis, on va y aller là. Fait qu'au moins, ils vont découvrir cette ville-là puis ils vont découvrir... Tu sais que j'ai importé 2 cabines. Moi, je suis un fan fini des cabines téléphoniques. Il y a des K2, des K6, des K9. Il y a différentes sortes de cabines téléphoniques. Des 3 petites fenêtres, ça, il en reste 19, je pense, dans le monde. La petite, la grande, puis la petite fenêtre, là, parce que j'en ai importé 2. Je les ai grindés. J'ai fait venir la British Enamel Red Gloss Paint, la peinture protégée par l'histoire britannique, des galons de cette peinture-là. Là, je ne peux plus en importer, puis mes cabines sont dues pour être rafraîchies parce qu'ils considèrent que c'est un produit chimique, je ne sais pas trop quoi, mais ils m'ont donné la recette pour le refaire ici. J'ai fait venir des téléphones. J'ai pris même les téléphones intérieurs que j'ai fait bastardiser ici pour les plugger. Puis mes enfants, dont ma fille que tu connais, quand ils étaient jeunes, dans la maison, ils étaient obligés, il n'y avait pas de téléphone. Tu sais, tu commençais à avoir les téléphones où tu mettais en appel, tu mettais la ligne en attente. Là. Mais là, il n'y avait pas ça. Fait que le monde me disait, j'essaie de t'appeler. Puis les enfants dans la maison, ils prenaient le téléphone, ils se cachaient dans leur chambre, puis ils bloquaient la ligne toute la soirée. Fait que je les obligeais d'aller dans la cabine. Fait qu'ils étaient obligés d'aller dans la cabine debout, dans toi cathédrale, mais j'avais une cabine téléphonique dans la maison, filaire,
bastardisé 220 à 110 avec une lumière, puis là, il est obligé de parler de bout, puis j'avais mis le fil assez court qui ne pouvait pas s'effoirer dans le fond. Fait que les appels duraient moins longtemps. Les appels duraient beaucoup moins longtemps. C'est une bonne idée. Mais ces cabines-là, aujourd'hui, ben, ils ont une valeur historique, mais ils ont un cachet, comme les boîtes aux lettres, les double-decker, les taxis. C'est tellement beau. Je te comprends. Ça fait que, bon, ben, écoute, là-dessus, je sais que ça fait longtemps qu'on jase. On s'est un peu emporté, moi surtout. Mais moi aussi. J'apprécie beaucoup ta générosité. Merci beaucoup, Patrice, d'être venu. Toujours un plaisir de te voir, Sarto. De me rencontrer. Vraiment. Merci beaucoup. Tout le temps fun. Alors, on se revoit pour un prochain podcast avec un autre invité très bientôt. Merci beaucoup.